Nous sommes le mercredi 20 février, bienvenue sur Télé Djibouti dans cette édition du 15h au sommaire de l'actualité. Le président de la République, Ismaïl Marguelé, s'entretient avec son homologue somalien, Mohamed Abdullahi Farmajo. L'État islamique retient 200 familles de djihadistes selon l'Organisation des Nations Unies. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le chef de l'État, Ismaïl Marguelé, s'est entretenu aujourd'hui, mercredi, en milieu de matinée au palais présidentiel avec son homologue somalien, Mohamed Abdullahi Farmajo, en séjour de travail à Djibouti depuis hier soir. Les entretiens entre le président Guelleh et son homologue somalien sont essentiellement intervenus dans le cadre d'une audience à huis clos, en tête-à-tête. Eh bien, le renforcement des relations bilatérales, l'extension des échanges économiques et commerciaux à tous les secteurs d'activité, le port à un niveau encore plus efficient du précieux concours qu'apporte la République de Djibouti à la stabilisation et à la pacification de la Somalie étaient entre autres thématiques au cœur des discussions entre le chef de l'État Ismaïl Marguelé et son homologue somalien Mohamed Abdullahi Farmajo. À son arrivée, le président somalien opérant du palais présidentiel a été accueilli par son homologue djiboutien Ismaïl Marguelé. Sur ce dernier point, le président Guelleh et M. Mohamed Abdullahi Farmajo ont échangé autour des mécanismes stratégiques de réchange à adopter sur le plan sécuritaire et de la défense, afin que les forces armées somaliennes puissent garantir d'ici 2021, date définitive du retrait de tout contingent amisom en Somalie, l'intégrité de leur territoire et la sécurité des biens et des personnes en Somalie. Les entretiens en tête-à-tête entre le président djiboutien et somalien étaient précédés d'une audience élargie de travail aux collaborateurs respectifs de deux chefs d'État, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdon, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale par intérim et ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, Moumin Ahmad Cher, le secrétaire général du gouvernement, Mohamed Hassan Abdullahi, et l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République fédérale de Somalie, Adan Hassan, ont pris part à la réunion élargie de travail. Côté somalien, le ministre de la Défense, Hassan Mohamed Ali, le chef d'état-major général des forces armées somaliennes, le général Tahir Aden Elmi, le conseiller à la sécurité nationale, Abdi Saïd, l'ambassadeur de la République fédérale de Somalie auprès de la République de Djibouti, Mohamed Ali, et le directeur de la communication de la présidence ont pris part à l'audience élargie de travail. Eh bien, le ministre de la Défense, Hassan Mohamed Ali, a précisé dans une interview que les deux chefs d'État ont abordé des sujets d'intérêt commun, notamment le renforcement des relations bilatérales, l'extension des échanges économiques et commerciaux à tous les secteurs d'activité. Les deux présidents se sont également penchés sur le contexte amorcé de retrait graduel des forces de l'AMISOM en Somalie et la nécessité de pallier en amont à une situation préjudiciable de vide sécuritaire dans ce pays, ont également constitué un autre volet des discussions entre les deux chefs de l'État. C'est ce qu'a conclu le ministre de la Défense somalien, Hassan Mohamed Ali. Eh bien, le chef de la diplomatie djiboutienne par intérim et ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, Moumin Ahmad Cher, est également intervenu lors de la rencontre entre les deux chefs de l'État. Écoute. La visite d'aujourd'hui s'inscrit dans les relations de voisinage, d'amitié, de fraternité avec le peuple somalien et en particulier avec leur président de la République, M. Mohamed Abdullahi Farmajo. Le président somalien vient d'effectuer une tournée régionale et dans le cadre de sa tournée régionale, il est de passage à Djibouti depuis hier soir. Je crois qu'il va repartir cet après-midi. Et c'était juste pour faire le point des relations et de la coopération entre les deux pays. Eh bien, sous l'égide du président de la République, Ismaïl Marguelé, s'est tenue ce matin la cérémonie d'ouverture officielle du projet d'excellence en Afrique pour l'impact sur le développement. Explication.
fiican abaawada toosan rabbina tala saartay had walba waxa taagan markuu libka taabo dimaagada waqtus qorsheeda hoggaan tusma fiican abaawada toosan rabbina tala saartay libka taabo dimaagada waqtus qorsheeda maantana ku talaabsay dadku taladeeda si looga dabyeesho qabataabiya guud rashin qaraweeye qabataabiya guud rashin qaraweeye C'est sous l'égide du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, que s'est tenue ce matin la cérémonie d'ouverture officielle du projet d'excellence en Afrique pour l'impact sur le développement. Cette 10e édition a eu lieu au Kempinski Palace Hotel tôt ce matin. La première dame, Mme Khadra Mahmoud Haïd, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed, les hauts cadres de l'administration et les différents corps diplomatiques ont pris part à ce 10e atelier. Cet événement de grande envergure a rassemblé plus de 400 experts venus de 12 pays d'Afrique, notamment le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Niger, le Sénégal, le Togo, la Gambie et la Guinée. Ce 10e atelier permettra de nouer les relations entre les universités africaines pour faire émerger des universités d'excellence et mettre le partage des connaissances au centre même de discussions qui se tiendront durant les 10 prochains jours. Professeurs, experts se concerteront. Ils discuteront sur l'ensemble du programme, l'attribution des centres, la structure de plan de mise en œuvre et par-dessus tout, le partage d'expériences. Le secrétaire général de l'Association des universités africaines, M. Étienne Eilé, a dans son allocution dit que le projet des centres d'excellence africains est l'un des projets les plus innovants qui vise à doter l'Afrique du savoir-faire technique nécessaire pour relever ces nombreux défis de développement. Excellence, Monsieur le Président de la République de Djibouti, votre présence ici ce matin à l'occasion du lancement officiel du projet Centre d'excellence d'Afrique pour l'impact du développement, non seulement apporte un éclat particulier à nos activités, mais est surtout un témoignage éloquent de l'engagement au plus haut niveau du gouvernement de la République de Djibouti en faveur de l'enseignement supérieur de l'Afrique en général et de celui de Djibouti en particulier. Quant à lui, le représentant de la Banque mondiale, M. Atousek, a lors de son discours souligné que le projet de centre d'excellence africain est une initiative gagnant-gagnant car elle va aider les jeunes à satisfaire leurs aspirations. Elle va aider les entreprises à trouver des profils pointus sans devoir faire appel à des expatriés et ce faisant à renforcer leur compétitivité sur les marchés internationaux. Le nouveau projet de centre d'excellence africain pour un impact sur le développement dénommé S-Impact et d'apporter un appui régional aussi à la mise en œuvre du projet en cours des centres d'excellence africains dénommé S. Cette initiative, je pense que nous avons une équipe très forte de la Banque mondiale présente ici. Le concept de centre d'excellence répond aux défis, comme on l'a dit tout à l'heure, du continent africain. D'obtenir des ressources humaines pointues dans les domaines de développement critiques avec des programmes de standards internationaux. Ce 10e atelier qui s'est ouvert officiellement ce matin sous le leadership du président de la République va permettre de poser les premiers jalons de centres d'excellence en vue de former des jeunes qualifiés dans des secteurs en plein essor comme les industries extractives et les infrastructures, mais aussi la santé et les télécoms. Ces travaux qui vont durer pendant 10 jours ont pour objectif d'apporter des réponses régionales innovantes pour rendre l'enseignement supérieur plus pertinent pour le développement du continent africain. Saïd Mohamed, Kempinski.
Et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmad, a souligné lors de son discours, pour avoir une croissance donc économique forte, il faut une main-d'œuvre qualifiée dans les secteurs économiques en plein essor. Eh bien, le centre d'excellence est une solution régionale intégrée. C'est ce qu'a précisé le ministre de l'Enseignement supérieur, que je vous propose de suivre. C'est de tout cela que l'idée a germé de créer un centre dans la maîtrise de ces technologies du numérique au service de la logistique au transport pour un pays reconnu pour un hub commercial et logistique de premier plan, et tout en étant un partenaire stratégique confirmé à l'échelle mondiale pour la qualité de ces prestations. Et les témoignages nous viennent de partout et d'outre-mer. Fiers, oui, nous le sommes, car seul pays retenu en Afrique de l'Est pour un projet qui est un symbole universitaire de référence pour toute l'Afrique, un projet innovant qui ouvre sur des formations en phase avec son époque et en adéquation avec notre économie. Un projet qui présente 3 synergies: la recherche, la formation, l'impact sur la société. Un projet, et je le souligne très fort, qui permet l'accès aux femmes à des formations d'excellence, et avec cette détermination d'accroître la part des étudiantes et des femmes djiboutiennes professeurs jusqu'à atteindre la parité. Être fier ne veut pas dire ne pas être conscient. Il faut se rendre à l'évidence que ce n'est qu'une première étape vers l'excellence et le chemin est encore long. Ce n'est que par l'effort, l'engagement, le travail de tous que nous parviendrons à placer ce centre comme un centre incontournable dans la région, et j'y crois. Nous parviendrons par l'implication de tous les acteurs qui veulent innover dans un esprit actif, dans un esprit passionné. Le chef de l'État, Ismaël Marguele, est intervenu dans ce sommet. Il a indiqué donc dans la première partie de son intervention que les centres d'excellence africains sont un point focal de compétences et de connaissances sur les sujets relatifs à la croissance économique et le développement de l'Afrique. Écoutons le chef de l'État. Mesdames et messieurs, chers invités, à mon tour de vous adresser mes félicitations. C'est avec un immense plaisir que je me retrouve parmi vous ce matin pour le lancement de cette conférence sur l'impact des centres africains d'excellence. Je voudrais d'emblée me réjouir de la volonté des organisateurs de placer les universités africaines au centre du développement économique et social de notre continent. Je tiens à féliciter la Banque mondiale, l'Agence française de développement, ainsi que l'Association des universités africaines et l'Université de Djibouti pour une telle initiative. Je souhaite à tous nos invités un très bon séjour parmi nous à Djibouti. Je voudrais partager avec vous le sentiment de satisfaction qui m'anime à l'heure où l'Université de Djibouti intègre le club très étroit des centres d'excellence africains. Cela confirme entièrement l'espoir que nous avons placé sur nos institutions universitaires et centres de recherche. Pour cela, je tiens à rendre hommage à ceux et à celles qui ont permis une telle progression dans la quête du savoir universitaire dans notre pays. Mesdames et messieurs, ma satisfaction s'inscrit également dans le choix porté par les spécifications de notre centre d'excellence, à savoir la logistique et le transport, qui sont les véritables poumons de notre économie. En effet, ce centre est une réelle opportunité pour un pays ambitieux comme le nôtre. Un pays situé sur la deuxième route maritime au monde,
mais surtout un pays qui a investi dans d'importantes infrastructures portuaires, de transport et de zones franches. Ce centre vient renforcer la vocation de notre pays d'exploiter au mieux sa situation carrefour entre l'Asie, l'Europe et notre continent. Grâce à ce centre, nous pourrons former les élites capables de porter les grands projets économiques pour la région et même au-delà pour l'espace COMESA qui regroupe plus de 400 millions de consommateurs. Atteindre cet objectif nécessitera bien sûr de s'appuyer davantage sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, seules capables de permettre la simplification et la numérisation des procédures de transit et de commerce. C'est pourquoi ce projet ACE Djibouti conforte aussi notre politique, celle qui consiste à développer le numérique et tous les systèmes interconnectés pour que ce hub puisse bénéficier des profils qualifiés, tournés vers l'avenir et créateurs d'emplois. Dans le second volet de son discours, le numéro 1 djiboutien a rappelé que le centre d'excellence joue un rôle majeur dans l'établissement de contacts avec les étudiants de faculté. Ces centres, a souligné le président de la République, sont les premiers jalons pour atteindre l'excellence dans un monde en mutation où croissance économique et développement passent par l'utilisation des nouvelles technologies et que cela nécessite une main-d'œuvre qualifiée par excellence. Voici ses propos. Mesdames et messieurs, le développement économique de notre pays dépend en grande partie du développement scientifique et technique. Et c'est au sein de nos universités et de nos centres de recherche que se trouvent les hommes et les femmes qui peuvent relever ces défis. D'où l'intérêt, et je me réjouis que notre pays soit à l'avant-garde du renforcement de la stratégie continentale africaine pour l'éducation conformément à l'agenda 2063. Cet agenda répond aux aspirations des Africains et de sa jeunesse, car le secteur de l'enseignement supérieur se doit de mieux préparer notre jeunesse à tous les enjeux à venir. L'Afrique affiche aujourd'hui un optimisme grandissant. Cet optimisme prend sa source en partie dans les progrès réalisés dans le domaine de l'éducation et du savoir. Les dirigeants du continent ont intégré dans leur politique les priorités du savoir et de la recherche. C'est pourquoi aujourd'hui, nos universités et nos centres de recherche disposent chaque jour de plus de professeurs et de personnel hautement qualifiés, capables de relever les défis d'un monde en perpétuelle transformation. Ces compétences sont plus que nécessaires car autant notre continent a besoin de stabilité et de paix pour se concentrer sur son développement, autant il a besoin aussi des hommes et des femmes qui auront l'expérience, l'expertise et le savoir pour optimiser notre développement, car notre continent ne pourra plus se contenter éternellement d'une croissance uniquement indexée sur l'exportation de ces matières premières. Car notre continent ne pourra pas se contenter uniquement d'une croissance macroéconomique sans réel impact sur le développement de nos sociétés. Ces compétences, nous en avons besoin pour que notre continent passe à l'heure d'une croissance inclusive. Oui, nous avons besoin de ces compétences pour industrialiser notre économie, mais aussi pour la moderniser et pour la mettre au diapason des nouvelles technologies. C'est ce pari sur l'industrialisation accélérée du continent et l'économie du savoir qui replacera l'Afrique au même niveau que les autres continents. C'est dans cette logique et dans cette optique, mesdames et messieurs, que nous cherchons à renforcer nos écoles, nos lycées, nos universités et nos centres d'excellence. C'est pourquoi
nos universités comme nos centres doivent s'ouvrir sur le monde extérieur. Ils doivent impulser les réformes socio-économiques nécessaires pour plus d'innovation et plus de compétitivité. J'exhorte les experts ici présents à travailler sans relâche pour que les centres africains d'excellence œuvrent à rendre plus compétitives nos universités et nos économies pour accompagner l'Afrique dans sa démarche de croissance inclusive et durable. Notre devoir à tous est de faire avancer l'Afrique et lui donner la place qu'elle mérite dans le monde. Personnellement, je crois en nos capacités, je crois en notre jeunesse et je suis optimiste quant à notre avenir. Il vous appartient, mesdames et messieurs, les experts, de nous éclairer sur les voies et moyens d'y arriver. Sur ce, je déclare ouverte la conférence Impact des centres d'excellence africains et je vous remercie. Je vous emmène à Dikil, la ville de l'unité, où les festivités du 40e anniversaire du Parti du Rassemblement Populaire pour les Progrès ont démarré sur les chapeaux des roues hier soir à Dikil, sous la houlette du vice-président du parti et Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. Cette ville symbole qui a vu naître le RPP un 4 mars 1979 et qui donne tout son sens à la prépondérance et à la prépondérance de la consolidation de l'unité nationale dans l'esprit des pères fondateurs du parti, notamment du premier d'entre eux, Al-Hajj Hassan Gouled Abtidon, paix à son âme, qui déclarait que tout est à créer dans notre désert. Nous avons des écoles à construire, des routes à tracer, des hôpitaux à bâtir, des puits à creuser et des ennemis à combattre. Unissons nos forces pour aller de l'avant et le reste viendra. L'histoire lui donnera raison, ainsi que les héritiers qui reprendront les flambeaux sous l'égide des plus illustres d'entre eux, en l'occurrence le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh qui va hisser les doyens des partis politiques du pays vers plus de progrès, de développement économique, de démocratie et des valeurs de principes humains. Fidèle à sa réputation de ville de l'unité, Dikil et sa population auxerroise brillaient de mille hier soir en accueillant le vice-président du parti et sa délégation. Au programme de la soirée du 19 février dans la ville de l'unité, une soirée musicale où chants et danses furent à l'honneur du parti, ainsi qu'une flamme allumée symbolisant l'ouverture de cette cérémonie, soulignant les 40 ans du parti qui va parcourir les 5 régions de l'intérieur. Enfin, tôt ce matin, les festivités se sont poursuivies depuis le site mémorial de la fondation du parti RPP qui se déroule où le vice-président du parti, Abdelkader Kamil, les doyens hauts cadres, membres et sympathisants du parti ont procédé à la lecture du Saint-Coran et des innovations et des invocations pour les martyrs. Le Rassemblement populaire pour les progrès, principale formation politique du pays, a lancé officiellement les festivités du 40e anniversaire de ce parti hier soir dans la ville de l'unité. Écoutons sur ce sujet le vice-président du parti, Abdelkader Kamil Mohamed. Chers camarades, chers amis, aujourd'hui nous avons un parti qui a 40 ans. 40 ans d'existence, 40 ans de labeur, 40 ans de travaux, 40 ans d'unité, quels que soient les problèmes qui se posaient pour notre pays et pour notre peuple. Le RPP a su démontrer
l'unité du pays, le développement qu'on a mis en place, qui aujourd'hui on voit déjà les prémices, ça c'est le RPP. Si nous devons faire un rappel historique, nous avons eu, après l'indépendance, plusieurs partis qui ont tous prôné pour la liberté, pour l'indépendance du pays. Tous les partis étaient donc des partis qui voulaient l'indépendance. Une fois l'indépendance obtenue, il fallait réfléchir. C'est ce que nos aînés ont fait. Si on devait garder les partis existants tels qu'ils étaient, il y avait un risque de division. Un risque de division au sein de ce parti et au sein de la population djiboutienne. Donc ensemble, je dis bien ensemble, ces partis ont décidé, sous la houlette du défunt président de la République et président du parti RPP, Rahmanullah Hassan Gouled Apidon, ils ont créé ce parti que vous voyez aujourd'hui. Ce parti est né à Dikil, elle est née dans la ville de l'unité. Autre actualité de ce 15h, le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Maouki, a reçu hier dans son cabinet l'ambassadeur de l'Union européenne, Adam Kulash, afin de l'arrivée prochaine d'une équipe des chirurgiens polonais qui vont séjourner du 20 mars au 4 avril prochain à Djibouti. En effet, cette équipe de chirurgiens polonais de l'hôpital universitaire d'Olsztyn en Pologne vont collaborer avec les chirurgiens djiboutiens pour mener une campagne d'envergure dans le traitement chirurgical des pathologies telles que les cancers, les chirurgies thoraciques, les hernies et l'ombraire, ainsi que plusieurs autres spécialités. Le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Maouki, a remercié l'ambassadeur de l'Union européenne, Adam Kulash, qui s'y est personnellement engagé et facilité la mise en œuvre pour programmer cette mission chirurgicale qui débutera le 27 mars prochain à l'hôpital Cheikho. A noter que la réunion s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, Dr Salah Banouita, le directeur général de l'hôpital Petit Hussein Mohamed, le directeur de l'hôpital Cheikho Moussa Ibrahim et le directeur de la DPS Abdoulaye Aye Samoud. Dans le cadre d'une visite de travail officielle, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, également porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, s'est rendu en République populaire de Chine les 20 et 21 février. Le ministre était accompagné du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawale, le président des autorités portuaires, Aboubakar Omar Haddi, et de hauts responsables des ministères des Finances et des Affaires étrangères. Lors de cette visite, la délégation djiboutienne a rencontré le vice-président chinois Yang Kushan et M. Yang Hui, ministre des Affaires étrangères chinois. Cette visite initiée par la République de Djibouti a été l'occasion pour les deux pays amis de dresser un bilan et de poursuivre les efforts consentis pour les deux parties et consolider les acquis de leur coopération et de leur partenariat très fructueux. Ont été abordés et longuement discutés la question de la dette des projets transfrontaliers de chemin de fer et de l'adduction de l'eau, ainsi que le projet de la nouvelle zone franche. Ce sujet a été au centre des discussions et des préoccupations, ainsi que celles relatives aux projets sociaux en cours à Djibouti. Toutes ont trouvé réponse favorable auprès du ministre des Affaires étrangères chinois, qui a affirmé que notre pays représentait un partenaire privilégié pour la Chine et que Djibouti devait en ce sens profiter pleinement des opportunités que va occasionner l'initiative La ceinture de la route de la soie. Nécrologie, donc, pour clore l'actualité nationale. Décès d'Abayazid Badri, le monde de la musique perd son icône. Le monde de la musique djiboutien est en deuil. Abayazid Mohamed Badri est mort dans la matinée d'aujourd'hui à l'hôpital Général Pelletier où il avait été admis. Né le 17 février 61, Abayazid Badri débute sa carrière de chanteur-compositeur dans les années 80. Il laisse une œuvre monumentale derrière lui avec un répertoire de chansons, des pièces, des théâtres, et avait la particularité de chanter dans toutes les langues communautaires de notre pays. Il était aussi en poste à la radio-télévision de Djibouti dans le programme et l'animation ainsi que la production des émissions radio et télé. Le célèbre chanteur, malade depuis plusieurs années, n'était pas apparu sur la scène musicale et théâtrale depuis son évacuation au Canada pour des soins.
Le décès donc, est une grande perte pour sa famille et l'ensemble des artistes et pour la population djiboutienne. Il laisse derrière lui une veuve et 3 enfants. En cette circonstance donc douloureuse et touchée par la disparition de ce grand artiste, la radio-télévision de Djibouti, à sa tête la directrice de la RTD et l'ensemble du personnel de la radio-télévision de Djibouti partagent la douleur de la famille et adressent ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt Abba Yazid Badri et à toute la famille des artistes djiboutiens, que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. L'État islamique retient 200 familles de djihadistes en Syrie. Selon donc un rapport de l'Organisation des Nations Unies, 200 familles sont prises au piège dans les dernières zones encore contrôlées par le groupe État islamique dans l'est de la Syrie et se sont empêchés de partir. C'est ce qu'a précisé le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Michel Bachelet a également exprimé son inquiétude pour ces quelques 20 000 personnes qui ont fui les zones contrôlées par l'État islamique dans le gouvernorat de Dar az-Zor, à l'est de la Syrie. Ces dernières semaines, ces déplacés sont hébergés dans les camps gérés par les forces kurdes, dont les forces loyalistes syriens seraient empêchés de quitter ces camps. C'est ce qu'a déclaré le rapport de l'Organisation des Nations Unies. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.